Bonjour à tous. Oui, je sais, ça fait un choc, hein. Pour moi aussi. Ce matin, je suis allée faire des photos pour la couverture de mon prochain livre et je ne me remets toujours pas du résultat. Vous voyez ces documentaires Netflix sur les tueurs en série qui ont buté des étudiantes dans les années 90? On vous montre la photo de fin d'études de la victime. Jennifer était une fille plutôt sympa. Elle venait juste d'avoir son diplôme. C'est vraiment dommage qu'elle ait croisé le boucher de Nashville, qui l'a coupée en deux et mangée vivante. Bah voilà. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Canapé Épouse. Normalement, le concept, c'est que on a Loulou derrière la caméra qui réagit en même temps. Sauf que là, il n'est pas dispo. Donc, j'ai pris Loulou Junior, qui va se faire le porte-parole de son papa, finalement. Hein? Il a fait une bulle de bave, je crois que ça veut dire oui. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée sur France Culture pour parler d'art préhistorique. On m'a demandé donc de préparer une chronique de 12 minutes et les aléas du direct, je voyais l'heure qui passe, tu sais, sur la pendule où t'as toutes les secondes quand t'es à la radio. Et telle une grande professionnelle, je me suis dit, je vais transformer ma chronique de 12 minutes en une chronique de 4 minutes 30, personne va rien voir. Bon. En vrai, c'était compréhensible, mais je me dis que c'est quand même un petit peu dommage de pas avoir pu développer un sujet aussi passionnant, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup, aujourd'hui, on va parler des plaquettes de Montastruc. Ça a l'air d'une blague, mais c'est un vrai nom d'endroit. C'est un abri sous roche qui est juste à côté de la rivière Aveyron et qui a été occupé par des préhistoriques il y a à peu près 13 000, 12 000 ans. Et puis on n'est pas sur un petit bivouac, hein. On est vraiment sur un abri sous roche où les gens sont restés longtemps, ont fait plein de choses. On a plus de 14 000 outils en pierre pour ce site. On a aussi retrouvé des armes de chasse avec des décorations très élégantes. Par exemple, Montastruc est connu pour son propulseur au cheval sautant. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un propulseur. Ils ont fait des parures, ils ont aussi fait de l'art mobilier, et il y a notamment 54 plaquettes gravées. Alors ce qu'on appelle les plaquettes gravées pendant la préhistoire, ce sont des plaquettes. Ouais, voilà, comme son nom l'indique. Merci de ton intervention, Loïc. On parle de plaquettes quand il s'agit de pierres plates. Généralement c'est du calcaire, mais ça peut être du schiste, qu'on a gravé avec des motifs et qui font moins de 20 cm de long. Et ces plaquettes, on les trouve dans des sites archéologiques dans différentes situations. Par exemple à Gonnersdorf, ces plaquettes gravées de motifs animaliers artistiques sont mises par terre, en dallage, avec d'autres dalles qui sont non gravées. Donc ça fait un espèce de pavement. Dans certains autres sites, on mettait ces plaquettes autour du feu. Et si vous faites des feux de camp, vous le savez, quand on met des pierres autour d'un feu, eh bien ça permet d'économiser le combustible. Et les Magdaléniens étaient déjà écolos, non pas parce qu'ils avaient peur du réchauffement climatique, mais tout simplement parce qu'on est dans une période glaciaire, donc le couvert végétal est plutôt de type toundra, et on a des bouleaux, on a des pins, mais c'est des petits arbres en fait. C'est un tiers des arbres qu'on connaît nous en hauteur. Certaines plaquettes ont aussi été utilisées comme lampes portatives, c'est-à-dire que vous vous en servez pour faire un tout petit feu que vous gardez à la main pour vous balader, car oui, les humains de la préhistoire avaient des lampes, même des lampes à huile, et puis des torches bien évidemment. Voilà, donc il y a plein d'utilisations possibles à ces plaquettes gravées. Tout à fait Loïc. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas toujours aussi pertinent que ce que pourrait dire son père, hein, forcément. Il y a plein d'usages possibles différents pour ces plaquettes gravées, et le site de Montastruc a cette particularité, c'est qu'il a été fouillé dans les années 1920, etc. Donc une période où on ne s'embêtait pas à faire des plans, comme on fait maintenant, puisque en archéologie, on exhume les vestiges, mais on les laisse en place, on fait des photographies, on met ce qu'on appelle un carroyage, et on fait des relevés millimétriques, etc., voire maintenant des relevés 3D, pour se rendre compte exactement à quel endroit était l'objet dans l'espace, et reconstituer un peu le sol tel qu'il était il y a 13 000 ans, et les modes de vie. À l'époque, ils s'embarrassaient pas de ça, et ils gardaient uniquement les vestiges qui les intéressaient, donc les vestiges gravés, les œuvres d'art, etc. L'enjeu pour les chercheurs, c'était donc d'analyser ces plaques gravées et d'essayer de comprendre à quoi elles avaient pu servir. Parce que ces petites plaquettes gravées, elles portent des traces de chauffe.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une trace de chauffe? Bien, ça peut prendre diverses formes. Le feu, quand vous le mettez en contact de la pierre, ça altère la structure. Et en fonction de la nature de la pierre, ben, ça va faire des dommages différents. À Montastruc, on est sur de la plaquette calcaire. Donc le calcaire, si vous le mettez au feu, la première chose qui va se passer, c'est une espèce de coloration un peu rosée. C'est ce qu'on appelle la rubéfaction. Si vous continuez, vous poussez un petit peu, vous allez avoir des traces noires. Et puis si vous poussez vraiment, vous allez avoir des fissures, voire carrément des fracturations. Et il se trouve donc que les plaquettes de Montastruc portent des traces de rubéfaction. Elles sont un petit peu rosées sur les côtés. Sauf qu'il y a plein de manières pour une plaquette gravée de se faire chauffer. Vous pouvez soit avoir été autour d'un feu de camp, vous pouvez avoir servi de lampe, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi avoir servi de pierre à faire bouillir de l'eau, puisque pour faire chauffer de l'eau au Paléolithique, il vous faut une outre en pot, de l'eau fraîche, et vous prenez des pierres que vous mettez dans le feu, donc ça devient super chaud, et vous prenez la pierre que vous mettez dans l'eau, et ça va donc réchauffer l'eau en refroidissant la pierre. Donc l'idée que les chercheurs ont eue, c'était de mettre des plaquettes gravées expérimentales, des reproductions expérimentales des pièces archéologiques dans ces différents scénarios et de regarder quels étaient les stigmates qui arrivaient en fonction de comment on utilisait la pierre. Ils ont comparé les stigmates de leur reproduction avec les stigmates des pièces archéologiques et ils se sont rendus compte que c'était surtout chauffé sur un côté, sur un bord, et qu'ensuite la chaleur se diffusait. En gros, ces pierres étaient mises autour d'un feu de camp. Mais pourquoi donc prendre des pierres gravées pour faire un pourtour de foyer? Les chercheurs se sont dit, l'art préhistorique est un art du mouvement. Vous vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, il y a un aspect très animé dans l'art paléolithique. Il y a par exemple des techniques qui ont été mises en place dès l'Aurignacien dans la grotte Chauvet, qui consistent à démultiplier les silhouettes ou les papates des animaux pour essayer de vous montrer que le cheval avance ou que le bison court. Les chercheurs savent que l'art paléolithique est un art du mouvement et ils se disent: est-ce que par hasard, les Magdaléniens de Montastruc n'auraient pas essayé d'obtenir des jeux de lumière sur leurs œuvres d'art pour essayer de les animer? En partant de cette hypothèse, ils vont prendre des modélisations 3D des galets préhistoriques qu'ils vont mettre devant un feu virtuel et ils vont regarder avec un casque de réalité virtuelle 3D. C'est beaucoup de pognon pour pas grand chose hein, quand même. Hein. Ah ouais, effectivement, visuellement, il se passe quelque chose. Ça fait très longtemps que les préhistoriens discutent du rôle de la luminosité et de l'éclairage, notamment dans les grottes ornées où on sait qu'il fait tout noir si jamais tu ne viens pas avec un éclairage. Et donc l'éclairage joue forcément non seulement sur la production des œuvres, mais aussi sur la manière dont on les regarde après, puisque de toute façon tu n'as pas moyen de les regarder autrement qu'avec une lumière vacillante que tu apportes avec toi. On s'en doutait, mais maintenant on en a la preuve! Les plaquettes de Montastruc ont été gravées de sorte que quand vous les mettez à côté d'une lumière rasante et vacillante, eh bien ça crée des espèces de jeux de mouvement. Il y a certaines plaquettes où vous avez par exemple un cheval et un bovidé, où sous certains angles vous voyez que le cheval, sous d'autres vous voyez que le bovidé, et puis si ça vacille d'une certaine manière, eh ben, vous allez avoir l'impression que le cheval se transforme en bovidé. Donc tout ça évidemment joue sur la perception, l'imaginaire et sur, vous le voyez venir grand comme une maison, le chamanisme. Les trans chamaniques, ça a été un très gros sujet de discussion et j'ai même envie de dire de dispute parmi les préhistoriens. Est-ce qu'on consommait des hallucinogènes? Est-ce qu'on n'en consommait pas pour pouvoir rentrer dans des trans, possiblement chamaniques, et faire des œuvres un petit peu loufoques? Eh ben oui, non, peut-être. En réalité, on s'en fout parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin d'être sous substance psychotrope pour voir des choses qui n'existent pas, ou plutôt pour interpréter des formes existantes d'une manière un peu différente de ce qu'elles sont en réalité. Notre cerveau interprète ce qu'on voit en fonction de notre état d'esprit, en fonction de l'éclairage, de nos croyances, etc., etc.
Par exemple, ce qu'on appelle les expériences pareidoliques, c'est quand vous regardez un arbre ou un rocher et que vous voyez un visage humain. Eh bien vous voyez un visage humain parce que vous êtes des sapiens. En réalité, vous pourriez voir autre chose si vous étiez un petit peu moins centré sur la figure humaine. Et il y a une expérience très intéressante qui a été faite par des neurologues. Des neurologues ? Ils se sont aperçus que par exemple les ornithologues, eh ben, ils ont plutôt tendance à voir des oiseaux. En gros, vous allez voir ce que vous avez l'habitude de voir ou ce que vous avez envie de voir. Ce qui fait que effectivement, faire un art de plaquettes qui se modifie un petit peu avec le feu, ben si vous le mettez en plus dans un contexte où on raconte des mythes, eh bien vous pouvez très bien avoir une expérience qui est une expérience viscérale de l'art préhistorique, alors qu'en fait c'est juste quelques traits gravés avec une lumière qui vacille dessus. L'hypothèse du feu qui sert à animer les figures est intéressante, ceci dit, attention, ce n'est pas la seule hypothèse valable. Par exemple, on sait que le feu peut être utilisé pour désacraliser un objet. Quand vous faites un objet magique, si vous vous en servez plus, vous n'allez pas le laisser traîner comme ça. C'est super dangereux, je veux dire. Donc il faut que tu le désactives. Et le feu peut servir à désactiver, à nettoyer. Dans beaucoup de populations, le feu a quand même un espèce d'aspect un peu purificateur. Par exemple, sur la sépulture néolithique de la chaussée Tirancourt, on mettait des cadavres humains, hein, les uns sur les autres, allègrement, pendant des centaines d'années. Et bien, quand on a voulu clore cette sépulture collective, on y a mis le feu. C'est un moyen, si vous voulez, de repartir à zéro. Il y a dans l'art paléolithique donc peut-être cette dimension où si on fait une plaquette sacrée, on peut la mettre au feu exprès pour la faire exploser et annihiler sa charge magique. Ceci dit, attention, toutes les explications ne sont pas des explications magico-religieuses forcément. On a une plaquette gravée où l'usage du feu est très clairement un usage technique. Le feu a été approché de la plaquette pour noircir la surface et ensuite avec un silex on a gravé pour retrouver la matière calcaire en dessous qui était plus blanche et ainsi créer un contraste chromatique. Il y a plein d'endroits où il se passe des choses très très bizarres avec à la fois du feu et de l'art. Dans la grotte Chauvet par exemple, on sait que les humains de la préhistoire ont fait des grands feux et les archéologues ont pris des carrières abandonnées, beaucoup de bois et ils ont essayé de faire le même feu. Et ils se sont aperçus que les humains de Chauvet ont probablement pas fait ces feux pour éclairer les parois et pouvoir regarder les peintures. Parce que ça fait beaucoup trop de chaleur et beaucoup trop de fumée. Pour pouvoir tout simplement vivre dans la cavité en même temps que ces feux sont allumés. Donc potentiellement que le feu était là soit pour préparer la surface pour faire de l'art ensuite, soit pour un rituel, soit pour une purification. Comment savoir ? Attention, il ne faut pas surestimer à chaque fois le côté artistique ou le côté rituel. Quelque chose qu'on a un peu tendance à faire en archéologie et particulièrement en archéologie préhistorique. Tout simplement parce que nous avons certes le même cerveau qu'il y a 14 000 ans, mais nous n'avons pas du tout la même manière de voir le monde. Du coup, on est obligé de faire des hypothèses avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on projette, et fatalement, on passe probablement à côté de certaines choses. Et probablement que de temps en temps, on surinterprète aussi un petit peu. Par exemple, en archéologie du bâti, c'est pas rare qu'à l'intérieur d'un mur médiéval, on trouve des bornes miliaires romaines ou des pierres tombales. Et on se dit pas « Oh tiens, les moines cisterciens, peut-être qu'ils ont voulu rendre hommage à leurs ancêtres romains. » Non, non, non. Les mecs, ils avaient besoin de cailloux, ils ont pris tous les cailloux qu'ils avaient à portée de main, ils ont trouvé une pierre, ils ont dit « Ah, bon, on la met dans le mur. » Et nous, comment on le sait ? Parce que on a des écrits et puis parce qu'on connaît un petit peu la mentalité de l'époque. Mais quand on connaît pas la mentalité de l'époque, on a vite fait d'inférer, de surinterpréter des choses qui sont peut-être tout simplement des réemplois un peu triviaux. Peut-être que les mecs de Montastruc, ils avaient juste envie de faire un feu, ils ont pris des plaquettes pour faire un tour de feu, dedans il y en avait des gravés, il y en avait des pas gravés, c'était 100 ans que c'était là, ils ont peut-être même pas vu les gravures, les mecs ils ont collé ça comme ça. Et on sait que les préhistoriques avaient tendance à réemployer des matériaux plus anciens. Parfois parce que ça avait une grande valeur pour eux, par exemple ils adoraient les fossiles, alors ils ont fait des objets magnifiques autour de fossiles, etc. Mais peut-être aussi parfois tout simplement parce que, là il y a une matière première intéressante, je la reprends et puis j'en fais autre chose. Et en préhistoire c'est difficile de faire la balance entre le réemploi qui a du sens et le réemploi qui est juste du réemploi pragmatique quoi.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures archéologiques et macabres. Et d'ici là, restez vivants et bien coiffés. Ah oui, allez sur la chaîne du Vortex aussi, j'y suis. Et c'est bien le Vortex.